Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais faire des rempotages d'anthurium qui sont actuellement en sphaigne. Bon, ça se passe pas hyper bien en sphaigne, pas bien du tout même. Donc je vais bouger tout ça. Par contre, une très bonne surprise, j'avais fait un croisement entre mon Nigrolaminum GJ et mon papy hybride qui est là. C'est pour ça que je regarde en arrière. Lui qui me fait toujours des bébés assez roses. Déjà de base, lui, il est assez rose dans son émergence. Et souvent, quand je l'ai mis à la reproduction, j'ai eu des feuilles avec des nervures roses, avec des paillettes. C'était très joli. Lui, il m'a fait pas mal de bébés assez beaux, comme hop là, celui-ci, par exemple. Ça, c'est l'un de ses petits. J'en ai encore un autre qui est magnifique. Et en fait, là, je l'avais reproduit avec le Nigrolaminum GJ. C'était un croisement que j'ai fait. Alors à l'époque, on voyait pas trop d'hybrides de Nigrolaminum GJ. Et puis là, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Enfin, moi, j'en vois beaucoup. Mais je trouve que ce croisement, maintenant que les bébés montrent leurs caractéristiques, voilà. Donc là, voilà, 2 bébés. Et en fait, vous voyez peut-être pas là, mais les feuilles sont extrêmement roses. Mais là, c'est pas juste des nervures, c'est-à-dire que toute la feuille émergente est rose. Je vous mettrai une vidéo dans l'autre caméra. Et ce qui est chouette, c'est que une fois que en fait, c'est à la fois rose et cuivré. Et ce qui est sympa, bon, ça sert pas à grand chose. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois que la feuille elle est mature, elle a un vert assez cuivré, avec des nervures rouges. Et vraiment, je suis super contente du résultat parce que là, on a une feuille longue et vraiment chouette. Voilà, je vous mettrai une vidéo dans l'autre sens. Et voilà, c'est des plantes que je vends pas très cher. Elles sont dans les 30 € à cette taille, avec des bonnes racines. Moi, je m'en garderai bien sûr. Mais ouais, je suis assez contente du résultat, surtout. Ça fait plaisir en fait quand ça se passe comme ça parce que... Donc là, on est sur du rose cuivré foncé. C'est vraiment super mignon. Et ça, dans une collection, il faut imaginer un peu grande. Elle va ressortir dans une collection de verres avec sa couleur. Donc ça fait plaisir. C'est les derniers qui sont dans cette taille. Après, j'en ai d'autres qui arrivent, qui vont être chouettes. Mais là, vraiment sympa. Voilà, pour une 30aine d'euros, vous pouvez en trouver. Donc eux aussi, il va falloir, j'ai des tout petits, il va falloir que je les mette dans des pots individuels pour qu'ils soient prêts à être chez vous dans peu de temps, enfin dans le temps qu'il faudra. Mais j'ai aussi ça à faire. Eh bien, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense pas, mais j'avais mis à bouturer
des feuilles de bégonia. Et ça a super bien marché. Voyez-vous. Donc ça, pareil, il va falloir le mettre en pot, en substrat. Donc très drainant. La même chose que pour les anthuriums. Et avec un peu de sphaigne au-dessus. Et comme ça, je pourrais vous les proposer aussi à la vente dans pas longtemps. Le temps qu'ils se soient faits au substrat. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, j'ai préparé le substrat. Voilà, toujours quelque chose de très drainant. Là, j'ai fait mélange d'écorce de pin, de pumice, et comme c'est aussi pour les bégonias, j'ai mis de l'acadama. Donc voilà, toujours les mêmes proportions. Beaucoup de drainage et très peu de terreau. Mais ça va être sympa. Pour les bégos, c'est parfait. Et les anthuriums aussi. Donc, tout va bien. Donc, je prépare une vente pour le 22 février sur Toulouse. Où on va avec Cécile, on va dans une exposition foire aux reptiles sur Toulouse. Hop. Et du coup, c'est chouette, parce qu'on va proposer nos plantes à la vente. J'ai des grands pots comme ça, mais c'est trop grand. Je les coupe. Donc, on va avoir un stand chacune. Ça va être sympa, je pense. C'est la journée du 22 février. Vous avez les infos sur mon Insta. Pour ceux qui sont sur Toulouse. Je vais emmener plein d'anthuriums. Donc là, bégonia, burkili, qui est hyper argenté. Celui-ci, normalement, il y a une face chocolat, une face argentée. Le vert est argenté. Et là, il est hyper argenté. L'autre bouture aussi. Donc c'est chouette. Ah, qu'est-ce que j'ai là? C'est que j'ai un bébé. Je vais voir ça. Et on va les passer en substrat. Elle a fait en fait un départ à la feuille, au cœur de la feuille. Elle a fait aussi un départ ici. C'est pour ça que j'ai 2 départs. Donc je vais le laisser. Donc là, il faut être délicat parce que les racines, elles sont très fines. C'est comme des cheveux. Hein. Et je vais prendre un pot. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme pot qui conviendrait. Oh. Alors, les petits comme ça, ils sont pas mal. On va faire comme ça. Alors, où est-ce que j'ai ma petite pelle? Tac. Tac.
Voilà, on est pas mal. Et voilà, ça c'est fait. On va faire ça pour tout le monde. Alors le deuxième. Hop. Ah, je sais plus son nom. 400 quelque chose. Il est super beau celui-là. Aussi. U480. Je ne sais plus. Je vais me couper lui. Il y a plein de bébés qui partent de partout là. Je pense que... Ouais. C'est chouette parce que ma technique, du coup, ça fait 2 départs. Un au bout du pétiole et un vraiment au cœur de la feuille. Très bien. Donc voilà, lui aussi, il a son pot. Il fallut un véritable génie poétique pour rompre avec cette manie de la classification et pour faire revenir la vie, l'amour, dans le monde végétal. En septembre 1786, un grand bel homme de 37 ans, qui prenait les eaux à Carlsbad pendant ses vacances et escortait les dames pour de longues expéditions botaniques à travers les bois, se rebella contre ce système. Ce voyage secret en Italie, qui couronnait des années d'attente, devait constituer un sommet dans la vie du plus grand poète allemand, Wolfgang Goethe. En route pour Venise, il s'arrêta pour visiter le jardin botanique de l'université de Padoue. Alors qu'il se promenait au milieu de ces plantes luxuriantes, dont la plupart étaient uniquement cultivées en serre dans son Allemagne natale, Goethe fut envahi d'une soudaine vision poétique qui devait lui donner une connaissance intuitive de leur nature profonde. Le jeune poète, dont les premiers vers rayonnent de son amour passionné de la nature, était dégoûté par les contradictions mesquines des professeurs d'université. Enfant déjà, il avait été fasciné par les phénomènes électriques et magnétiques et fortement impressionné par les curieuses manifestations de polarité. Le besoin de percer à jour les mystérieux secrets d'une création et d'une destruction constante l'amena à s'intéresser au mysticisme et à l'alchimie. Il se rendit compte que les techniques de botanique en usage ne pouvaient cerner la matière vivante d'une plante en tant qu'organisme dans un cycle de croissance. Une approche capable de s'unir à la vie de la plante s'imposait. Afin d'obtenir une image plus claire d'une plante, Goethe, pour se calmer la nuit avant de s'endormir, s'imaginait son cycle complet de développement de la graine à la graine. Goethe nota également que le processus du développement et de l'affinement des formes chez les plantes suivait un cycle en 3 fois 2 étapes d'expansion et de contraction. L'expansion du feuillage se poursuit par une contraction en un calice avec ses bractées, après quoi apparaît la merveilleuse floraison des pétales, de la corolle, puis une deuxième contraction au point de rencontre de l'étamine et du stigmate du pistil. Enfin, pour terminer, le gonflement pour la formation du fruit est suivi d'une contraction en graine. Une fois ce cycle en 6 étapes complété,
la partie essentielle de la plante est prête à le recommencer. Dans L'homme ou la matière, Ernest Lers, à la suite d'une réflexion approfondie sur l'œuvre de Goethe, déclare qu'un autre principe de la nature est implicite dans le déroulement de ce cycle auquel Goethe n'a pas donné de nom, bien qu'il ait montré ailleurs qu'il était conscient de son existence ainsi que de sa signification universelle. Lers l'appelle le principe de renonciation. Dans la vie des plantes, ce principe est particulièrement visible quand la feuille verte est rehaussée par la fleur. En passant de la feuille à la fleur, la plante subit une diminution sensible de sa vitalité. Comparée à la feuille, la fleur est une production qui se meurt. Cette mort, toutefois, est d'une sorte que nous pourrions qualifier avec raison de devenir par la mort. Nous observons le retrait de la vie sous sa simple forme végétative pour permettre l'avènement d'une manifestation de vie supérieure. Ce même principe peut être observé dans le monde des insectes, la formidable vitalité de la chenille passant dans la beauté éphémère du papillon. Lers s'émerveille devant la puissance des forces qui doivent être au travail dans l'organisme de la plante lorsqu'elle passe du vert aux autres couleurs. Elles sont en mesure de stopper complètement la montée de la sève dans le calice de façon à ce que celle-ci n'apporte pas ses forces vives à la formation de la fleur, mais subissent une transmutation complète, non pas graduellement, mais d'un seul coup. Après avoir réussi son chef-d'œuvre, la plante subit à nouveau un processus de retrait, cette fois-ci pour se concentrer dans les petits organes de la fertilisation. Après la fécondation, le fruit commence à gonfler une fois de plus. La plante produit un organe avec une protubérance plus ou moins visible. Cela est suivi par une dernière contraction extrêmement prononcée, la formation de la graine à l'intérieur du fruit. Avec celle-ci, la plante renonce à toute apparence extérieure, à un point tel que rien ne semble devoir en rester qu'un minuscule grain de matière organisée. Et pourtant, cette petite chose insignifiante porte en elle le pouvoir de donner la vie à toute nouvelle plante. Lers nous fait observer qu'avec ces 3 paliers d'expansion et de contraction, la plante nous livre la règle de base qui régit son existence. Au cours de chaque expansion, le principe actif de la plante se manifeste sous une apparence visible. Pendant chaque contraction, les formes extérieures sont délaissées au profit de ce que nous pourrions appeler un état d'être d'autant plus pur qu'il est plus informe. C'est ainsi que nous observons le principe vital de la plante, absorbé par une sorte de rythme respiratoire. Il apparaît pour disparaître. Il domine la matière pour s'en retirer par la suite. Goethe, ne voyant dans la versatilité des manifestations extérieures de la plante qu'une apparence, en conclut que ce n'était pas là qu'il fallait chercher sa vraie nature, mais plutôt à un niveau plus profond. La pensée qu'il serait possible d'obtenir toutes les espèces de plantes à partir d'une seule l'habita de plus en plus. Cette prétention était destinée à transformer la botanique et en fait toute la conception du monde. Elle apporta avec elle l'idée d'évolution. La métamorphose était devenue la clé du code de la nature. Mais alors que Darwin allait affirmer que les circonstances extérieures, comme les causes mécaniques, influençaient la nature d'un organisme et le modifiaient en conséquence, pour Goethe, les modifications observées représentent diverses expressions de l'organisme archétypique originel, lequel a le pouvoir de revêtir plusieurs formes et à un moment donné, de prendre celle qui s'adapte le mieux aux conditions du monde extérieur environnant. Ayant observé que chaque partie d'une plante est une métamorphose d'un organe, feuille, archétypique, Goethe en arriva à une conception d'une plante archétypique, principe hypersensible capable d'assumer une myriade de formes différentes. Il ne s'agit pas d'une plante unique, mais d'une force qui porte en elle toutes les formes potentielles des plantes. Toutes les plantes sont ainsi considérées comme des manifestations spécifiques de la plante archétypique, qui contrôle tout le règne végétal et donne son prix au talent artistique de la nature pour la création des formes. Elle est constamment en action dans ce dernier domaine. Elle avance et recule, elle monte et descend, elle entre et sort le long de l'échelle des formes. Résumant ces découvertes, Goethe se demande « Si toutes les plantes n'étaient pas faites sur le même modèle, comment saurais-je que ce sont des plantes ?» Débordant de joie, il s'enorgueillit de pouvoir inventer des formes de plantes inédites sur cette terre.
Dans une lettre adressée à Naples à son ami le poète Johann Gottfried von Herder à Weimar, il écrit « Je dois vous dire confidentiellement que je suis très près de découvrir le secret de la création des plantes et qu'il s'agit de la chose la plus simple qui se pourrait imaginer. La plante archétypique sera la créature la plus étrange de la Terre et même la nature devrait me l'envier. Avec ce modèle et la clé pour son utilisation, on pourrait inventer des plantes à l'infini, mais des plantes en soi, c'est-à-dire que même si elles n'existaient pas, elles auraient cependant pu exister et ne consisteraient pas en une enveloppe artistique ou poétique toute apparence, mais posséderaient une vérité intérieure et un caractère d'inévitabilité. La même loi pourrait s'appliquer à tout ce qui est vivant. Goethe creusa cette idée pleine de joie et d'émerveillement, s'y plongeant avec délice à Naples et en Sicile, l'appliquant à toutes les plantes qu'il rencontrait. Lorsque Goethe mourut le 22 mars 1832, 27 ans avant que Darwin ne proclame son principe de l'évolution des espèces, il était considéré comme le plus grand poète allemand doté d'un esprit universel, capable d'embrasser tous les domaines de l'activité humaine et du savoir. Mais en tant qu'homme de science, son statut était celui de profane. Bien qu'une espèce végétale, la Goethea, fût ainsi baptisée en son honneur, ainsi qu'un minéral, la goethite, c'était plus un signe de respect pour un grand homme de lettres qu'un hommage à l'homme de science. Avec le temps, on reconnut à Goethe le mérite d'avoir inventé le mot morphologie et formulé le concept de morphologie botanique, encore en usage de nos jours. Nous lui devons aussi la découverte de l'origine volcanique des montagnes, l'établissement des premières stations météorologiques, l'idée de relier le golfe du Mexique à l'océan Pacifique, de construire des bateaux à vapeur avec des machines volantes, mais l'envergure de la formulation de Goethe à un propos de la métamorphose des plantes dut attendre Darwin pour être pleinement appréciée, et même alors, elle fut mal interprétée. Comme devait l'écrire Rudolf Steiner près d'un siècle plus tard, c'est à partir d'observations similaires à celles de Goethe que Darwin formula ses doutes quant à la constance des formes externes des espèces et des genres. Mais les conclusions auxquelles parvinrent les deux penseurs sont totalement différentes. Alors que Darwin considérait que toute la nature de l'organisme est en fait comprise dans ses caractéristiques et en arriva par conséquent à la conclusion qu'il n'y a rien de constant dans la vie de la plante, Goethe alla plus loin et en inféra que ce qui est constant doit être cherché dans autre chose qui se dimule sous un extérieur variable.